En fait, l'histoire de l'hypnose s'étend sur plusieurs millénaires, elle a même été marquée par des évolutions majeures, des personnages clés mais aussi par la diversité des approches. Maintenant je vais vous présenter une petite chronologie historique avec les protagonistes notables et leurs contributions. L'origine la plus ancienne de l'hypnose remonte à plus de 6000 ans avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, des tablettes sumériennes datant de cette époque mentionnant des états modifiés de conscience obtenus par la parole, la suggestion et des rituels chamaniques visant à la guérison et à l'accompagnement des individus. Ces pratiques, bien que très anciennes, sont essentiellement orales et rituelles. Le papyrus Héber, datant d'environ 1500 avant Jésus-Christ, qui est le plus ancien document écrit détaille des techniques similaires à ce que nous appelons aujourd'hui l'auto-hypnose thérapeutique. Ce célèbre texte médical de l'Égypte antique décrit près de 877 procédures médicales, dont certains reposent sur des suggestions verbales pour soulager la douleur, montrant ainsi une formalisation écrite des pratiques déjà en usage. Les prêtres guérisseurs égyptiens utilisaient la transe pour induire des états modifiés de conscience, à la fois dans un but thérapeutique et spirituel. Ainsi, l'origine de l'hypnose repose à la fois sur des pratiques ancestrales très anciennes, attestées en Mésopotamie, et sur des écrits plus formalisés et détaillés dans l'Égypte antique, comme le montre le papyrus Héber. Cette continuité souligne la richesse et la profondeur historique de l'hypnose, dont les fondements mêlent médecine, spiritualité et suggestion depuis plusieurs millénaires. Les origines de l'hypnose remontent à l'Égypte ancienne où les prêtres utilisaient la transe et la suggestion pour soigner. 18e siècle, Franz Anton Mesmer, 1734 à 1815, qui est alors médecin autrichien, inaugure l'ère moderne de l'hypnose en développant la théorie du magnétisme animal. Selon lui, un fluide universel invisible imprègne l'univers et les corps vivants, et son déséquilibre serait à l'origine des maladies. Il prétendait pouvoir rétablir cet équilibre par la transmission de ce fluide grâce à des gestes appelés passes mesmériennes. Ces séances, souvent collectives, se déroulaient dans une ambiance tamisée avec de la musique douce, et utilisaient des baquets reliés par des cordes où les patients s'asseyaient pour recevoir le magnétisme. Si ces méthodes attirèrent de nombreux patients, parmi lesquels des personnalités célèbres comme le marquis de Lafayette ou Mozart, elles furent vivement communiquées par les autorités médicales. En 1784, une commission scientifique royale à Paris, comprenant des membres prestigieux comme Benjamin Franklin, Lavoisier et d'autres, conclut à l'absence de fondement scientifique, attribuant les effets observés à l'imagination des patients plutôt qu'à un fluide réel. Cette condamnation fit polémique, mais le magnétisme animal continue néanmoins à influencer la pratique hypnotique et à faire évoluer la compréhension des phénomènes de transe et de suggestion. Le magnétisme animal pose ainsi les bases de l'hypnose moderne, en introduisant le concept d'un état modifié de conscience accessible par des moyens non pharmaceutiques, même si la théorie du fluide fut rejetée. Ce fut le point de départ d'un long cheminement scientifique qui allait transformer ces idées en approches thérapeutiques reconnues. Au début du XIXe siècle, en 1843, James Braid, chirurgien écossais, révolutionne l'hypnose en lui donnant un cadre scientifique. Il est souvent reconnu comme l'instigateur du terme « hypnose », bien que celui-ci ait été utilisé auparavant, mais c'est lui qui le popularise dans son ouvrage Neurohypnologie ou Traité du sommeil nerveux. Braid rejette la théorie du fluide magnétique de Mesmer, car l'état hypnotique n'est pas produit par un fluide, mais résultant de mécanismes psychologiques et physiologiques liés à la concentration et à l'attention. Il décrit l'hypnose comme un sommeil nerveux induit par la fixation de l'attention sur un objet brillant, ce qui entraîne une dissociation de la conscience et une hypersuggestibilité. Cette approche marque la naissance de l'hypnose moderne, la distinguant du magnétisme animal, en insistant sur l'importance de l'attention et de la volonté du sujet lui-même plutôt que sur une force extérieure. James Braid utilise l'hypnose de manière thérapeutique, notamment comme l'anesthésie lors d'interventions chirurgicales, avant la généralisation de l'éther. Ses travaux intéressent des neurologues comme Jean-Martin Charcot, qui étudie l'hypnose dans le cadre des troubles nerveux. Ainsi, Braid pose les bases scientifiques de l'hypnose en faisant une pratique fondée sur des processus naturels du cerveau et non sur des forces occultes, ce qui ouvre la voie à son intégration progressive dans la médecine et la psychologie. À la fin du XIXe siècle, l'hypnose connaît un âge d'or marqué par des recherches scientifiques approfondies et des divisions d'approche entre deux grandes écoles. Jean-Martin Charcot, neurologue à la Salpêtrière à Paris, voit l'hypnose comme un phénomène neurologique lié à l'hystérie, un trouble qu'il étudie intensément. Pour Charcot, l'hypnose est un état particulier que seuls les sujets hystériques peuvent atteindre, elle reproduit les symptômes de l'hystérie qu'il considère comme somatiques et non simulés. Il décrit plusieurs stades de ce grand hypnotisme, ou grande hystérie, et utilise l'hypnose pour observer et classifier ces troubles de manière clinique.
Ces démonstrations étaient publiques et attiraient aussi bien que médecins que personnalités du monde artistique et politique. Charcot introduit l'hypnose comme un objet scientifique, fondé sur des signes neurologiques précis, et ouvre la voie à la compréhension des névroses comme phénomène dissociatif. En réaction, Hippolyte Bernheim, masculin, à Nancy, développe une approche psychologique et suggestive de l'hypnose. Il considère que l'hypnose repose essentiellement sur la suggestibilité normale de tous les individus et rejette la notion d'hystérie exclusive. Bernheim voit dans l'hypnose un outil thérapeutique précieux, accessible à tous, et insiste sur l'importance du contexte psychologique et de la relation entre patient et praticien. Cette école de Nancy marque la naissance de l'hypnose thérapeutique moderne, centrée sur la suggestion et la collaboration avec le patient. Ces deux écoles s'opposent mais contribuent chacune à enrichir la discipline. Charcot apporte une rigueur clinique et neurologique, tandis que Bernheim ouvre la voie à l'usage thérapeutique généralisé de l'hypnose. Leur débat scientifique a profondément marqué l'évolution de l'hypnose, donnant naissance à une pratique équilibrée entre observation médicale et psychologie. Au XXe siècle, Milton Erickson, psychiatre américain, révolutionne l'hypnose en développant des techniques dites ericksoniennes, basées sur le langage indirect et la suggestion douce. Plutôt que d'imposer des commandes directes, Erickson valorise la créativité et la coopération consciente du sujet, en utilisant des métaphores, des récits et des suggestions subtiles pour influencer l'inconscient de manière respectueuse et personnalisée. Il popularise l'hypnose conversationnelle, une approche qui permet d'induire un état hypnotique lors d'une conversation naturelle, sans induction formelle. Cette méthode subtile cherche à contourner le phénomène critique consciencieux du patient, en s'adaptant à ses réactions verbales et non verbales pour un travail thérapeutique plus efficace. Parmi les femmes remarquables ayant marqué l'histoire de l'hypnose, Blanche Wittmann, femme, collaboratrice de Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière, est célèbre sous le nom de « Reine des hypnotisés ». Elle fut un témoin clé de nombreuses expériences et démonstrations d'hypnose durant cette période pionnière. Elisabeth Daubonne, femme, est une pionnière reconnue pour avoir diffusé des techniques hypnotiques féminines, caractérisées par douceur et empathie, contribuant ainsi à l'évolution et à la diversification des pratiques hypnotiques dès le XXe siècle. Au XXIe siècle, l'hypnose a permis la mise en lumière des mécanismes complexes du cerveau liés à la conscience, à la suggestion et à la guérison psychosomatique. Elle a apporté des alternatives thérapeutiques efficaces, souvent non médicamenteuses, contribuant à une meilleure prise en charge du patient dans divers domaines médicaux et psychologiques. La science de l'hypnose s'appuie désormais sur des recherches en neurosciences démontrant que l'état hypnotique modifie l'activité cérébrale. Sous hypnose, le cortex préfrontal, responsable du raisonnement et du contrôle critique, voit son activité diminuer, tandis que des zones émotionnelles et sensorielles comme l'amygdale, l'insula ou l'hippocampe s'activent, favorisant une réceptivité accrue aux suggestions. Des réseaux cérébraux sont réorganisés, créant une concentration intense et flexible qui facilite les changements comportementaux et perceptifs. L'hypnose favorise également la plasticité neuronale, permettant des reprogrammations rapides et durables des fonctionnements cognitifs et émotionnels. L'état hypnotique est caractérisé par une réduction du bavardage mental et une focalisation attentionnelle, ce qui facilite l'intégration des suggestions dans l'inconscient. Ces découvertes ont renforcé la reconnaissance de l'hypnose dans des protocoles pour la douleur, les addictions, et bien d'autres applications thérapeutiques, souvent en complément des traitements médicaux classiques. Ainsi, l'hypnose représente aujourd'hui une approche thérapeutique validée scientifiquement, respectueuse du patient et profondément ancrée dans la compréhension moderne du cerveau. Si tu es resté jusqu'à la fin, que tu as appris du contenu, que tu veux d'autres vidéos sur l'hypnose, alors abonne-toi, like et partage pour me soutenir.